Il y a environ un an, nous prenions ensemble quelques nouvelles de la situation de l'autre côté de la Manche, chez nos voisins anglais. Après avoir dominé le monde pendant des siècles, le Royaume-Uni moderne ne brille plus du tout avec la même intensité. Il ne se remet pas de la crise sanitaire, tombée pile au même moment qu'un Brexit chaotique. Et la crise énergétique qui a suivi l'offensive russe en Ukraine est venue frapper l'archipel britannique de plein fouet, qui tournait à 70% au gaz. Puis, c'est l'inflation qui est apparue. Et la Banque d'Angleterre a naturellement réagi en remontant à 14 reprises ses taux directeurs dès mars 2021 pour atteindre 5,25% jusqu'en août dernier. Le résultat, l'économie anglaise est à plat depuis 2 ans, plus 0,1% de croissance en 2023 et seulement plus 0,7% attendu en 2024. La population et les entreprises sont surendettées, les exportations en baisse, les comptes publics incontrôlables et le Royaume-Uni a perdu une place au classement des superpuissances économiques. Les 3 piliers de son économie, services, manufacture et construction, se fissurent sous le poids de son nouveau statut de pays tiers, obligé de se débrouiller tout seul face à la rafale de crise qui frappe tout le continent européen. Nous avions laissé l'Angleterre sur une légère embellie économique il y a un an et sur les promesses du Premier ministre Rishi Sunak d'abaisser le déficit public de 7 à 5,4% du PIB dès cette année. Un an et un nouveau Premier ministre plus tard, où en sommes-nous ? Le nouvel homme fort de la Grande-Bretagne, Keir Starmer, s'était donné 100 jours pour proposer ses réformes et remettre le pays sur les rails. Mais je ne vais pas faire durer le suspense, le bilan n'est pas brillant. Alors, y a-t-il quelqu'un pour sauver le royaume d'Angleterre ? Si la réponse vous intéresse, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Mais avant de monter à bord de notre ferry direction les rues animées de Londres, un petit rappel. Si vous avez envie de nous aider et de soutenir le travail et le moral de l'équipe, c'est simple et gratuit, il suffit de vous abonner. Vous le savez, Money Radar, c'est aussi toute une galaxie sur les réseaux sociaux et un site internet qui vous sont intégralement dédiés et que vous et vous seuls faites vivre. C'est grâce à votre soutien et à votre engagement que nous pouvons vous fournir toujours plus de super contenu sans nous interdire aucun sujet. Alors pensez à cliquer sur la cloche et merci 1000 fois pour ce petit geste qui pour nous n'a pas de prix. Et soyez les bienvenus sur Money Radar. Il y a environ un an, en novembre dernier, 6 mois après le couronnement de son nouveau roi, le Royaume-Uni se débattait avec la récession, une récession technique, mais néanmoins une récession au sens strict, avec 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Tout au long de la crise sanitaire, ménages et entreprises se sont endettés jusqu'à atteindre 115% du revenu disponible brut, puis la crise du gaz russe a plombé la compétitivité des industries dès 2022. Au plus fort de l'événement, les prix de l'électricité ont doublé pour atteindre 780 € le mégawattheure, contre, par exemple, en France, seulement 200 €. Le pouvoir d'achat a fondu, la productivité s'est effondrée, le montant des investissements a baissé de près d'un quart comparé à 2015 et la croissance a reculé pendant les derniers trimestres de l'année avant de se redresser légèrement juste après Noël. Finalement, les Anglais ont terminé 2023 avec un petit plus 0,1%. C'est mieux que les moins 0,6% que prévoyait le FMI, mais il n'y a rien à fêter, parce que si on gratte un peu, sa prévision n'a pas tapé loin. En réalité, le PIB par habitant recule de 0,7%. Le gouvernement conservateur de Rishi Sunak a déjà pris des mesures dès 2021, renforcées en 2022 et 2023, pour redresser les finances publiques et stimuler l'économie du pays. En fouillant dans son arsenal, on trouve des aides à l'énergie, le gel des taxes sur le carburant, une augmentation de l'impôt sur les sociétés jusqu'à 25%, des incitations fiscales à l'investissement, l'instauration d'un service minimum dans les transports, l'éducation et la santé au mépris du droit de grève et un nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu. En parallèle, Sunak a promis de réduire l'inflation à 3,5% avant la fin de 2024 et de soutenir l'emploi via de nouvelles subventions. Il a aussi parlé de ramener le déficit public de 7% du PIB à 5,4% dès la fin 2023 et d'atteindre 0,3% de croissance. Alors justement, un an plus tard, qu'est-ce que ça donne ? Et c'est maintenant qu'on parle chiffres. Côté croissance, l'objectif est raté et ça n'ira pas mieux en 2024. Le FMI, la Banque mondiale et l'Observatoire de l'OCDE attendent 0,7% de croissance, soit la pire performance sur l'ensemble du continent européen. Du côté du gouvernement britannique, on parie plutôt pour plus 1,15, sachant que depuis le début de l'année, on enregistre déjà plus 0,9 grâce au soutien de la demande intérieure qui reste stable. Mais l'année n'est pas terminée. Fait encourageant, l'inflation s'est enfin calmée. Partie de 4% en janvier, elle finit à 1,7% en septembre dernier. Mais depuis janvier 2021, la hausse totale des prix au Royaume-Uni a été plus élevée que partout ailleurs et a entraîné une crise du coût de la vie, des difficultés d'accès à l'énergie, au logement, aux soins et même à l'alimentation, et causé des désordres sociaux. Et à quelques jours des élections législatives qui se tiendront le 4 juillet, les habitants de cette circonscription sont préoccupés par 2 sujets, la crise du logement et la hausse du coût de la vie.
En tout, les prix sont montés de 38% contre 31% en France ou 27% dans l'Union européenne. Il n'y a que les prix de l'énergie qui reculent de 11%. En face, si le salaire minimum a progressivement gagné 33%, globalement, le salaire moyen n'a progressé que de 6% sur la même période. Résultat, les Anglais des classes moyennes et supérieures se sont appauvris et le pouvoir d'achat est devenu le sujet de préoccupation numéro 1. Face au succès de sa politique monétaire, la Banque d'Angleterre a décidé de relâcher la pression en août dernier en réduisant son taux directeur de 5,25 à 5%, une mesure très bien accueillie par les marchés, mais elle reste prudente. Début septembre, elle a déclaré vouloir attendre des signes plus clairs avant d'envisager une nouvelle baisse. Ça aussi, c'est encourageant, mais c'est encore très insuffisant pour relancer la machine économique, car les Anglais empruntent toujours autour de 8%. Sous l'effet de l'inertie, l'indice PMI qui mesure le volume de commandes dans l'industrie commence à reculer. En septembre, il a déçu toutes les attentes avec 52,8 points contre 53,5 attendus. Pour le moment, il se maintient au-dessus du seuil critique de 50 points. C'est mieux que l'Allemagne et c'est le signe que l'économie britannique n'est pas complètement hors de combat. Mais il est descendu à 51,5 pour la manufacture et la trajectoire est inquiétante. De son côté, le taux de chômage se maintient encore très bas et perd même un dixième de point pour produire 4% tout rond en septembre. La balance commerciale continue sa lente descente aux enfers avec une Angleterre qui importe plus qu'elle n'exporte depuis 2022 et un solde négatif qui atteint désormais les 3,6% du PIB, contre seulement 0,4% en 2021. La Grande-Bretagne achète surtout de l'énergie aux États-Unis, 44% de ses besoins, et de l'électronique chinoise. Et elle vend en Europe. Mais l'appréciation de la livre sur le marché d'échange depuis 2020, de 11% par rapport à l'euro et de 4% face au dollar, s'ajoute à l'inflation et pénalise ses exportations. Le chocolat Cadbury, la nouvelle Land Rover ou le Earl Grey de Twinings coûtent plus cher aux acheteurs étrangers qui leur préfèrent des concurrents plus abordables. Mais le plus gros sujet d'inquiétude de cette fin d'année est ailleurs, c'est cette dette et ces finances publiques qui ont échappé à tout contrôle. En août 2024, la dette publique du Royaume-Uni s'élève à environ 2,77 milliards de livres sterling, soit près de 3 300 milliards d'euros, presque autant que la France. C'est 4,3% de plus qu'à l'été précédent, c'est 99% de son PIB et c'est un niveau qu'on n'avait plus revu depuis les années 60. Cette dette coûte cher aux contribuables britanniques, elle représente 96 000 livres, soit 115 000 euros par ménage et va coûter la bagatelle de 88 milliards d'euros d'intérêt en 2024. Soit 7,8% des recettes du budget de l'État, contre 3,4% en France par exemple. Selon les prévisions de début d'année de l'Office for Budget Responsibility, la dette devrait continuer d'augmenter pour atteindre un pic en 2025, avant de dégonfler progressivement jusqu'en 2029, où elle atteindra alors les 3 720 milliards d'euros et les 94% du PIB. Enfin, selon l'Office national des statistiques, le gouvernement finit son année 2023 avec un déficit public de 4,8% du PIB et entame le nouvel exercice 2024-2025 avec un objectif de 3%. Crise économique, crise de la dette, crise de compétitivité et crise des finances publiques, la conjoncture n'est pas tendre avec la Grande-Bretagne. Mais s'il n'y avait que ça, le Royaume-Uni doit aussi faire face à des défis structurels qui s'ajoutent à l'actualité et le mélange des deux a provoqué une crise politique qui a finalement abouti à la défaite du Parti conservateur aux commandes depuis 15 ans. Depuis le référendum sur le Brexit en 2016, pas moins de 6 premiers ministres se sont succédés à la tête du pays, depuis David Cameron à l'origine du projet d'abandon de l'Union européenne, jusqu'à Keir Starmer en juillet 2024. Starmer est un travailliste, un parti de gauche caractérisé par des opinions plutôt pro-européennes, même s'il garde quelques distances et une approche plus interventionniste de l'État, quand les conservateurs sont plutôt libéraux, traditionnalistes et très eurosceptiques. Ce sont eux qui ont mené le Royaume-Uni au Brexit, et c'est lui qui va devoir gérer la suite. Le Brexit est entré officiellement en application le 1er janvier 2021. Et ce jour-là, les relations avec l'Europe ont brutalement changé. Pour avoir dit non à l'Union européenne lors d'un référendum en 2016, après 4 ans de négociations, 2 premiers ministres et une crise mondiale inattendue plus tard, le Royaume-Uni a finalement quitté l'Union. Du jour au lendemain, c'est devenu un pays tiers. Selon Eurostat, face à la hausse des formalités douanières et des taxes de transit, la fin du mécanisme d'exonération de TVA, le rétablissement des barrières à la circulation des marchandises ou encore les nouvelles exigences en termes d'emballage, les échanges avec l'Europe ont chuté de 20% dès janvier 2021. Les investissements en provenance du vieux continent se sont figés, pendant que l'économie a dû se débrouiller privée de 350 000 travailleurs européens. Même si le climat des affaires n'a officiellement pas changé et que le pays garde pas mal d'atouts, faire du business avec le Royaume-Uni quand on est en Europe est clairement devenu plus compliqué et les contrats doivent prévoir des clauses spécifiques pour gérer les conséquences du Brexit. La finance londonienne a aussi beaucoup souffert de la perte de son accès illimité et automatique au marché européen. 440 sociétés financières ont délocalisé une partie de leurs activités ou de leur personnel vers un pays de l'Union, comme la Barclays à Dublin ou HSBC, qui a décidé de déplacer certaines de ses opérations à Paris.
L'ennui, c'est que si Londres reste une place financière dominante, elle a cédé un peu de son influence à Paris, Francfort, Amsterdam, Luxembourg ou Dublin justement, qui est devenue la principale destination pour la relocalisation des activités financières hors du Royaume-Uni. Enfin, le FTSE, l'index vedette de la City, est toujours boudé par les marchés étrangers. Comme les autres, il s'est fait secouer pendant la crise sanitaire. Mais en dehors de ces variations incontrôlables, il stagne désespérément. Depuis la mi-2017, il évolue entre 7700 et 7800 points. Il s'est réveillé un peu avant les élections au printemps dernier, quand l'inflation a commencé à montrer des signes de fatigue. Et il a repris 6% entre mars et mai, mais il reste désespérément plat depuis. 3 ans après son entrée en vigueur, le Brexit est accusé d'avoir causé le retard économique que le Royaume-Uni accuse sur les autres pays occidentaux. C'est vrai, le pays a perdu sa 5e place au classement des plus grosses puissances commerciales au profit de l'Inde, son ancienne colonie. Mais le déclin du Royaume-Uni a commencé bien avant 2016, bien avant 1993 et même bien avant Iron Maiden, dès les années 70, un phénomène bien visible sur cette courbe qui descend inexorablement jusqu'à zéro. C'est à cette époque que le Royaume-Uni, comme la France, a entamé un vaste mouvement de désindustrialisation, fermé progressivement ses usines affaiblies par la mondialisation et la concurrence asiatique, et a remis sa croissance entre les mains du secteur tertiaire, en particulier du secteur financier, qui a attiré une importante part des investissements. Aujourd'hui, le tertiaire représente 80,7% de la valeur ajoutée brute du pays et 82,4% de l'emploi total. Alors oui, le Brexit a compliqué la situation parce qu'il ne pouvait pas tomber au pire moment. Mais il n'a fait que révéler les faiblesses structurelles du modèle anglo-saxon. Toute la question maintenant est de savoir si le Royaume-Uni peut encore se relever, ou bien s'il faut s'attendre à le voir plonger encore plus profondément dans la spirale de la dette et de la décroissance, parce qu'on n'efface pas 50 années de déshabillage des usines en un claquement de doigts. Le 12 septembre dernier, l'Office for Budget Responsibility a revu ses prévisions sur la base du nouveau programme et des résultats officiels du précédent gouvernement. Tout à l'heure, je vous parlais d'une dette estimée à 94% du PIB en 2029, mais ça, c'était en début d'année. Depuis, les dernières projections montrent que la dette publique va probablement tripler pour atteindre 270% du PIB avant la fin des prochaines 50 années, peut-être même 30 si le Royaume-Uni loupe sa transition énergétique. Pour lui éviter un aussi triste destin, Starmer a déjà prévu un nouveau plan de relance qui s'annonce douloureux. Ce sont ses propres mots. « Nous sommes sur la bonne voie et le changement commence maintenant ». Voilà son mantra. Le programme du Labour propose 40 nouvelles lois pour relancer l'économie, réduire l'indépendance énergétique et harmoniser les échanges avec l'Union européenne. Il ne dit pas où il va trouver l'argent, mais on connaît déjà quelques détails. L'impôt sur le revenu et celui sur les sociétés ne changeront pas, mais la taxe sur les superprofits des entreprises énergétiques va augmenter de 3% et devrait générer près de 13 milliards d'euros de recettes supplémentaires en 5 ans. Le nouveau gouvernement veut aussi soutenir les services publics touchés de plein fouet par la crise, en priorité l'éducation et la santé, qui manquent cruellement de moyens, une situation qui provoque régulièrement la colère des Britanniques. Les délais pour rencontrer un médecin s'allongent, 8 millions de Britanniques ont des difficultés à se faire soigner et l'espérance de vie en est même venue à reculer. En réponse, Starmer leur promet la plus grosse réforme du système de santé de toute l'histoire de l'Angleterre, mais sans y mettre plus d'argent. Maîtriser les prix de l'énergie est un autre objectif sur lequel Starmer est attendu au tournant. Il propose la création d'un nouveau géant britannique, la Great British Energy, doté de près de 10 milliards d'euros et destiné notamment à tripler la capacité de production d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Et il envisage aussi la nationalisation des chemins de fer. Enfin, il prône la rigueur budgétaire, critique le bilan de 14 ans de politique conservatrice et cherche maintenant à équilibrer les comptes publics sans pour autant aggraver le niveau de la dette. Un jeu délicat, d'autant plus qu'on vient de découvrir un trou de 22 milliards de livres supplémentaires dans les comptes de la nation. Bref, je n'aimerais pas être à sa place. Avant toute chose, sa politique doit rassurer les investisseurs. Le niveau des IDE l'été dernier, 2,7% du PIB, est le plus bas enregistré depuis 9 ans. Il faut absolument restaurer l'image de refuge financier du pays. Starmer propose de réformer le droit du travail et de réduire le poids de la bureaucratie qui ralentit les affaires. Pour défendre ses intérêts, il a reçu le 14 octobre dernier 200 dirigeants de multinationales au cœur de la City lors du premier sommet international sur l'investissement, au cours duquel il a pu mettre en avant les atouts de son pays. On espère pour lui que ces messages sont bien passés. Après 50 ans de lent déclin, en 2023, la croissance du Royaume-Uni a finalement touché le plancher, précipité par les crises et par un Brexit que l'Union européenne n'a pas voulu faciliter. Keir Starmer s'était donné 100 jours pour convaincre les Britanniques et le reste du monde qu'il était l'homme de la situation. Mais alors que ça partait bien, il n'aura finalement pas donné le change bien longtemps et trébuche déjà, seulement 2 mois après son élection triomphale. Mi-septembre, en pleine crise du logement à Londres, alors qu'il vient de supprimer le chèque énergie à 10 millions de retraités, provoquant la colère des syndicats, les Britanniques découvrent dans leur Sunday Times les débordements de leur nouvel homme fort, partisan de l'austérité, ainsi que son train de vie.
Starmer fait l'objet de toute l'attention de généreux et influents membres de l'élite britannique ou internationale qui lui auraient offert en tout près de 100 000 livres de cadeaux, vêtements, spectacles et bijoux depuis 2019. L'incident a déjà un nom, c'est le Frockgate, et il a déjà largement entamé la cote de popularité du nouveau Premier ministre. On se demande maintenant s'il est bien l'homme providentiel que le Royaume-Uni attendait, capable de réformer l'économie et les comptes publics en profondeur et de rassembler le peuple en même temps. Vous me direz ce que vous en pensez, mais personne n'y croit. Et la trajectoire de l'économie britannique ne devrait probablement pas changer malgré les efforts déployés par le nouveau parti en place. Évidemment, comptez sur nous pour suivre l'évolution des événements qui s'annoncent riches d'enseignements, car je suis sûre à ce stade que je n'ai pas besoin de souligner tous les points communs entre la situation du Royaume-Uni et celle de la France, et que vous l'aurez fait vous-même. On a hâte de savoir ce qui va se passer maintenant. Pour être sûr de ne rien rater des actualités qui font l'économie britannique et toutes les autres, pensez à vous abonner et, pour faire durer un peu le plaisir, rejoignez-nous aussi sur votre réseau social préféré. J'espère pour ma part que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.